toc toc, c'est encore moi. Vous êtes là les associatifs, les écolos et les politiques? Parce que c'est toujours pour vous le même sujet, la souveraineté alimentaire. Alors vous savez, la semaine dernière j'étais chez Leclerc dans le sud-est pour du poulet. Aujourd'hui je suis chez Carrefour en Ile-de-France pour des œufs. Mais c'est le même sujet. Comment on remplit les rayons quand on a du mal à se fournir? Eh ben on va ailleurs. Eh ben oui. Et le ailleurs c'est parfois loin, vous allez voir. Les œufs, ils arrivent d'où aujourd'hui? D'Ukraine, oui, oui, les œufs ukrainiens. Honnêtement, j'en croyais pas mes œufs, enfin mes yeux. Mais ça dit quoi en fait? Ça dit que, faute de capacité de production en France pour répondre à une demande qui va croissante, on est obligé, même si c'est ponctuel, d'aller se fournir ailleurs. Et c'est même pas pour des sujets de prix. Parce que figurez-vous qu'à 23 centimes l'œuf, c'est même pas un super bon prix. C'est juste parce qu'il fallait remplir le rayon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue de rendre compliqué le développement des capacités de production, l'ouverture de nouveaux poulaillers, voire carrément de les interdire, et on importe des œufs d'Ukrainiens. Annie Genevard, non mais franchement, là vous les alignez, les écolos, les associatifs et les municipalités, qui, on le rappelle, ont le dernier mot via le permis de construire. Et puis on leur explique qu'on va quand même accroître la capacité de production de la ferme France pour répondre à la demande des consommateurs français. Tout ça me semble quand même plein de bon sens. Mais par moments, j'ai l'impression que je dois être supérieurement doté sur le bon sens parce qu'il y a toute une tripotée du luberlu, mais alors qu'ils en sont totalement dénués. Alors, on produit en France, on consomme en France. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous embrasse. Moi, je défends d'ailleurs l'interdiction de cette idéologie des frères musulmans sur le modèle de ce qui peut se pratiquer aujourd'hui en Autriche. Et à l'heure où je vous parle, il y a par exemple la possibilité sur le site de la FNAC, pardon de les citer, d'acheter des ouvrages de manière totalement directe. En l'occurrence, deux ouvrages auxquels je pense. L'un des ouvrages d'Ani Ramadan, qui est le petit-fils du fondateur des frères musulmans et qui explique entre autres choses sur la place des femmes dans l'islam que la lapidation est une forme non seulement de dissuasion mais aussi de purification. On retrouve également un ouvrage de Youssef Al-Qaradawi qui est le guide spirituel des frères musulmans, ce fameux homme qui a dit « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons et avec nos lois islamiques, nous vous dominerons ». Voilà un exemple très concret qui aurait pour conséquence, si l'idéologie des frères musulmans était interdite... Il faut interdire et empêcher que ces livres puissent être vendus. Exactement, vous avez mis le doigt dessus, c'est-à-dire que ça permettrait l'interdiction de la détention, de la publicité, de la diffusion, toutes les œuvres, de tous les symboles qui sont rattachés à cette idéologie des frères musulmans. Non, je me permets de vous couper, mais je voulais vraiment vous donner cette citation en venant ce matin sur Toxin, cette citation de Solzhenitsyn qu'on oublie un peu, et on parlait de totalitarisme, mais il disait « On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. » Et malheureusement, je crois que ça, c'est malheureusement utile à ceux qui veulent asservir les peuples. Et pourquoi alors? Ben parce que quelqu'un qui est addict à la pornographie, eh bien, il va pas pouvoir s'engager en politique, il va pas pouvoir animer une association, il sera tellement pris dans son addiction, dans son mal-être, dans sa culpabilité, dans sa souffrance, parce que c'est une véritable souffrance psychologique et physique, et qu'il n'y aura pas le ressort de se battre. Vous savez, moi j'ai vécu en URSS, et ce qui m'a beaucoup frappé, j'étais encore jeune, mais je m'en souviens très bien, c'était les longues queues dans le froid, pour accéder au magasin. Et en fait, c'était utile quelque part au parti et à la dictature de l'époque, parce que les gens, pendant qu'ils faisaient la queue pendant des heures, et on les a vus, c'est que devant tous les magasins, dans le froid, eh bien, ils usaient leur énergie à faire la queue et pas à faire autre chose, et pas à se battre contre un gouvernement. Je vais revenir par rapport au cassage qu'il y a eu à Paris lors de la victoire de la Ligue des Champions. Oui, je vais généraliser. Il y a eu que des Arabes et des Noirs là-bas. Oui, c'est un fait, c'est réel, c'est comme ça. Ça s'arrête de venir en commentaire dire tu généralises? Oui, je généralise, oui. Moi, vous savez, mes parents, je leur ai posé même la question, je leur ai dit, imaginons, moi je fais une bêtise et que je fais de la GAV. La police vous appelle, votre fils, écoute, est en garde à vue, il a fait ci, ça. Vous faites quoi? Mon père me l'a dit très clairement. Gardez-le. Gardez-le. Gardez-le, il mérite. Istahel. Gardez-le. Parce que si vous nous le ramenez, on va le froisser encore plus. Tandis que les parents de maintenant, c'est lâchez-le, on va manifester, partager. Mon fils, il est innocent. Après, ça va faire des pleurnicheries, ça va lancer des cagnottes sur TikTok. Et aussi les gens qui se plaignent, oui, il y a du racisme, il y a des fachos, des islamophobes, mais ils ont raison. Je suis désolé, ils ont raison. Ils ont raison de vous fouetter. Parce que moi, policier, je te vois allumer un pétard devant moi ou casser la voiture de quelqu'un, je te pète les dents. Et tu peux me ramener ton père, ta mère, ta grand-mère, tous tes grands-morts aussi si tu veux, j'en ai rien à foutre. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez cassé, ce sera à la charge de vos parents par rapport à vos impôts? Vous êtes au courant de ça ou... En fait, c'est là où je remarque qu'on a une communauté de singes. Vous êtes des singes, vous n'êtes pas des humains. Et dites-vous qu'il y avait des femmes là-bas.
Ça se trouve, il y avait... Moi, je me demande en vrai... Et en plus, ces femmes-là qui étaient là-bas, qui ont fait le hala, elles ont des pères. Elles ont des... Mais a'oudou billah, c'est un truc de fou. Donc moi, comme je vous ai dit, mes parents, s'ils savaient que j'étais en garde à vue, ils seraient assis sur le canapé qui est en face de moi là, en train de regarder la télé. يستاهل. باش يتربى وإن شاء الله كيف يروح نزيدوه. En gros, ça veut dire... Il apprend, il va comprendre comme ça, dès qu'il rentre, on va lui en rajouter. Bon, vous savez. Il fut un temps, c'était une honte, rien que de prendre un joint, tu vois. C'était une honte. Maintenant, rien normal. Va dans les collèges, toutes les gamins, gamines ont des puffs à la main. Ah, mais ça vous choque, mais moi je m'en fous. Moi, mes parents, sincèrement, ils auraient dit aux policiers, vaut mieux que vous le gardez, sinon, nous, on va s'en occuper, on va le... Bref, vous avez compris. On va le malaxe bien comme il faut. Et je sais pas si vous avez... Non, je pense pas que vous avez eu des parents comme ça, parce que vous, vos parents, voilà, ils coups du joule avec vous. Même dans les réunions parents-prof, quand je faisais un petit peu n'importe quoi, parce que voilà, j'étais gamin, j'étais con, mes parents disaient au professeur, mais frappez-le. Je vous autorise à le frapper, il faut le frapper. Ça, c'était la bonne époque, ça, mais bon. Vos parents, c'est des merdes. Allez, ciao. Hier, on a fait cette conférence. DSA, ONG et la propagande de la machine de guerre de l'Union européenne. Et au cours de cette conférence, j'ai parlé de l'exemple d'Oxfam, qui est une NGO, là, les ONG, qui prennent beaucoup d'argent de l'Union européenne sans aucune transparence. Et donc j'ai expliqué le cas d'Oxfam, qui en plus a, comme on le sait, Manon Bry était porte-parole, aujourd'hui c'est Cécile Duflot, donc on voit bien qu'il y a une connivence avec les politiques. Et en sortant de cette conférence, j'avais offert un café à mes invités, donc j'ai reçu la facture d'ailleurs ce matin, un très réactif, donc est bien inscrit tasse de café et tasse de thé pour 60 personnes. Et vous savez pas ce qui était mis sur le couvert? Ça, regardez bien, Oxfam. Donc j'ai payé, sans le savoir en fait, eh bien des tisanes, des thés d'Oxfam. Alors je me dis, voilà, ils font du business. Alors on va regarder parce qu'il y a un petit QR code. Donc je suis curieuse comme vous, hein, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est quoi le but en fait? Donc on va faire QR code. Qu'est-ce qui se passe quand je vais là-dessus sur Oxfam Trade? Alors j'atterris donc sur leur site. Et donc on voit bien, c'est Oxfam. Et là, qu'est-ce que je vois en priorité? Nourrir la paix en Palestine. Donc moi je veux bien toutes ces ONG qui font des dossiers pour obtenir des fonds. Mais moi ce qui me gêne là, c'est que moi j'ai pas payé pour ça. Moi j'ai payé pour de la neutralité. Donc la commission, le Parlement m'impose ça, payer avec votre argent, que je repaye une deuxième fois pour en plus faire de la politique. C'est franchement se foutre de nous. C'est Louis Sarkozy, hein, d'après le Canard enchaîné du 28 mai, on en parlait tout à l'heure de Loulou Sarko, et donc son bouquin à la con sur Napoléon, hein, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. Bon, voilà. Il en a vendu 2131. Ah, il est passé dans tous les médias, il était partout, vraiment, CNews, BFM TV, LCI, Top Santé TV, je l'ai croisé sur Gulli. Ah ouais, je regardais Oggy et les cafards en mangeant mes chocs à pic, et là je vois Louis Sarkozy qui discute avec les cafards en disant « Alors les gars, vous avez lu mon bouquin ?» Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis toujours en parlant de livres, on a Édouard Philippe qui sort un nouveau bouquin qui s'appelle « Le prix de nos mensonges ». Au moins c'est honnête, je veux dire c'est Émile Louis qui t'écrit les trajets en bus, c'est ma passion. Pourquoi pas? L'IESH, c'est un institut qui a été créé en 1992, sous la houlette de François Mitterrand, qui s'est implanté à Château-Chinon. Je ne sais pas si vous imaginez, Château-Chinon, pour ceux qui connaissent la Bourgogne, c'est en plein cœur de la Nièvre, et c'est sur des hauteurs vallonnées, avec ces arbres magnifiques, cette faune, cette flore absolument incroyable. Et vous avez cet institut coranique qui enseigne la langue arabe et le Coran, qui s'est niché ici au sommet de ces monts du Morvan, et qui enseigne eh bien, tout simplement la loi coranique. En 1993, lors de la première remise de diplôme à la première promotion d'élèves, c'est un islamiste, un prédicateur salafiste, Al-Qaradawi, qui était revenu mettre les diplômes aux élèves. Donc en fait, il y a tout ça dans cet institut, mais il y a surtout aussi des personnalités extrêmement sulfureuses qui en sont issues, des terroristes, notamment Inès Madani, souvenez-vous, qui avait voulu brûler Notre-Dame avec un attentat à la bombe à la voiture piégée. Il y a notamment des fichés S, il y a des imams extrêmement radicaux, il y a des jeunes femmes qui sont parties faire le djihad en Syrie. Donc vous voyez, cet institut qui est en plein cœur de la Bourgogne, il est nourri de cela. Écoute la vidéo que je vais te mettre là, parce que c'est un vrai scandale. Tu m'étonnes qu'il n'y a rien qui va dans notre pays. Écoute bien. Quel âge votre fille, Stéphane? 19 ans. 19 ans, d'accord. Et elle touche le RSA?
Elle le touche depuis qu'en fait, après son bac, elle a cherché à faire une formation sur 2 ans. Elle n'a pas trouvé d'employeur, donc du coup, elle s'est retrouvée sans emploi à la maison, donc elle n'a pas de frais. Hein. Elle est chez nous. Et en fait, en passant par je sais plus quel organisme, elle touche 580 € par mois. Et il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois. D'accord. Mais il n'y a aucune vérification en fait sur ces 15 heures. Moi, comme je disais à votre standardiste, elle va donner un coup de main à la voisine à brosser le cheval, elle met 1 heure de travail et puis voilà, elle a coché la case d'1 heure. Elle va faire 1 heure de sport, c'est de l'entretien individuel, ça coche 1 heure. Ah bon? Ouais. Il y a des heures, alors c'est maximum 2 heures par semaine, par mois je crois, mais voilà, en fait, tout et n'importe quoi est compté, il n'y a aucune vérification. Moi je suis fou parce que je l'ai pas du tout élevé comme ça. Alors moi il y a des choses que je comprends pas. 19 ans tu touches le RSA, t'as jamais travaillé de ta vie, il n'y a pas un problème sincèrement. Il n'y a rien qui est vérifié, rien qui est vérifié. Et après on dit qu'il y a des trous. Et toi tu te lèves le matin et on te casse les couilles pour 2 € de donner en plus. Moi j'en ai ras le bol en fait. Tu vois qu'il y a des failles de partout. Et il y a des gens qui profitent et ils sont jamais inquiétés. Moi ça me fout en l'air. J'étais détaché dans une grande entreprise publique peu après le traité de Maastricht. Je me retrouve dans un amphithéâtre à Strasbourg. Et là, j'ai les membres du service juridique de la commission qui fait un exposé en disant on a eu très peur avec le référendum français sur Maastricht et nous avons donc décidé de ne plus jamais donner la parole au peuple français. Carrément, il dit Carrément. Je me lève. Je dis mais comment est-il possible de dire ça quand on se prévaut de principes démocratiques? Et je vois se tourner vers moi 400 visages, les 400 personnes présentes dans cet amphithéâtre, qui m'ont regardé comme si j'étais un ovni. C'était comment se fait-il que dans un lieu où on va parler du droit européen et de la suite, il y ait une personne qui ne soit pas d'emblée acquise à tous les débordements du totalitarisme européen?